Bonjour tout le monde, tous les gens qui sont connectés. Je suis ravi d'être l'invité du jour sur cette belle plateforme Exia avec un sujet qui est le leadership résilient en partie. Alors, les questions seront peut-être liées à d'autres thématiques, mais qui concernent le management en général. Et pourquoi un sportif? En fait, simplement parce que les parallèles qu'on peut faire entre le monde du sport et l'entreprise sont très fréquentes. Il y a beaucoup d'analogies possibles. Et c'est un vrai plaisir maintenant, dans mon nouveau métier de conférencier, enfin depuis 10 ans maintenant, mais de transmettre ces choses-là, quelques clés de succès. Alors, je n'ai pas de baguette magique. Je tiens à être clair là-dessus. Je ne suis pas là pour inventer des choses, juste pour parler d'un existant. Et l'existence, c'est ce qui est pragmatique parce qu'en ce discours-là, chacun pourra s'identifier à sa façon, à travers son parcours, ses difficultés et ce en quoi il peut encore progresser. L'idée de cette vidéo, c'est d'avoir un contexte introductuel pour vous introduire, oui, dans mon projet sportif, dans ma vie sportive, et vous plonger, sans faire de mauvais jeu de mots, au cœur de mon actualité. Je suis un jeune retraité du sport de haut niveau de natation paralympique. J'ai fait les Jeux de Paris 2024 et les images que vous allez voir sont un petit peu le résumé de ma fin de carrière que j'avais décidé à Paris parce que c'était pour moi le bon moment, le bon endroit et avec les bonnes personnes. Voilà, 6 Jeux, 9 médailles paralympiques, 2004, 2024 et voilà, et puis plusieurs titres de champion du monde, de champion d'Europe. L'enjeu pour moi était vraiment de pouvoir aller une sixième fois vivre ces Jeux et à la maison pour le coup, avec une ambiance très particulière, avec un attachement de nos Français en général aux équipes de France olympiques et paralympiques unifiées, assez particulier. Sans plus attendre, je propose de vous mettre dans le contexte, de vous plonger vraiment dans ce contexte particulier avec un moment un peu particulier et qui, encore une fois, méritera peut-être quelques explications. Et vous verrez dès les premières minutes, il y a un fait divers qui s'est produit, qui, pour certains, porte poids, d'autres se disent c'est un challenge de plus qu'il faut relever. On ne va pas tirer les ficelles tout de suite, puis on ne va surtout pas s'avouer vaincu. C'est partie de la vie, des choses qu'il faut gérer et maîtriser et sur lesquelles il nous faut rebondir en tant que sportif au quotidien. Mais vous voyez que même quand on part au jeu, parfois il arrive des choses particulières. Voilà, je vous laisse pour 4 minutes d'introduction, des images fortes. Et ma dernière course, le 6 septembre 2024. Pas la meilleure, mais une course très symbolique. I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, and thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, memories of phrase. Round my hometown, ooh, the people I've made are the wonders of my world, are the wonders of my world, are the wonders of this world, are the wonders. And now I like it in the city when the air is
continuer la compétition assez doucement. My world, oh my world, yeah, oh my world, oh my world, yeah. Pourquoi ces images? En fait, Paris a été un contexte très particulier, avec une ambition d'abord du sport partagé, avec nos citoyens, dans un contexte spécial, puisque les Jeux étaient dans des équipements culturels d'autres sportifs, mais des équipements vraiment de proximité. On a voulu recréer un contexte extrêmement populaire et surtout très festif, une célébration vraiment unique. On a vu la Tour d'Eiffel, l'Arc de Triomphe aussi, qui a eu le plaisir d'aborder les agitos, le logo paralympique, la Tour Eiffel, les anneaux, etc. Des symboles qui, pour certains, ne représentent pas toujours grand-chose. Pour nous, en tant qu'athlètes, c'est vraiment un moment très, très fort d'émotion. Et c'est la première fois, je le rappelle souvent, que les agitos étaient sur cet Arc de Triomphe. Pas n'importe quel bâtiment en plus, au bout de l'avenue la plus prestigieuse du monde pour nous, les Champs-Élysées. Un symbole très fort. Pour ceux qui ne le savent pas, le logo paralympique, les agitos, sont au nombre de 3 virgules, et peut-être 5 au départ, 5 comme les 5 continents, les 5 anneaux olympiques, mais trop proches, sachant que les anneaux, c'est bien une marque déposée, hein, ça n'est pas un logo ancestral de la Grèce antique, etc. Une marque qui a été créée par Pierre de Coubertin, comme le CIO et comme les Jeux olympiques de l'ère moderne. Les agitos que j'ai aussi sur ma tenue, celle de Paris 24, là au bout du pouce, sont le corps, l'âme et l'esprit, body, mind and spirit. C'est vraiment le symbole fort des Jeux paralympiques. Et de les voir sur cet arc de triomphe, pour nous, c'était un moment très, très, très particulier. Donc une fierté incroyable. Et ces images, simplement pour vous plonger, comme je disais tout à l'heure, sans faire de mauvais jeu de mots, vous plongez vraiment dans cet événement particulier que sont les Jeux de Paris et le monde de l'olympisme et du paralympisme. Ce qui m'a vraiment fait briller les yeux depuis tout petit et qui m'a donné envie, malgré un accident, de me surpasser pour aller un jour aux Jeux olympiques, représenter mon pays et l'espoir d'être aussi sur la plus belle marche du podium, bien sûr. C'est ce qui s'est passé en 2008, avec 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent. J'ai été battu depuis par un certain Léon Marchand à Paris en 2024, avec 4 médailles d'or. J'en avais 2 en or, 2 en argent à Pékin, mais voilà, un parcours particulier quand même et un moment unique en soi, quoi. Alors, c'est assez égoïste, mais le podium aux Jeux, c'est quelque chose qui est très spécial. Les médailles d'or de Marseillaise, c'est vraiment pour soi. On a en mémoire toutes les années d'entraînement, les heures de travail importantes, les sacrifices qu'on a fait, les choix aussi qu'on a fait. Je rappelle souvent que c'est un choix d'être athlète de haut niveau, que ce n'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, et j'en accepte les conséquences. Sachant qu'on m'a dit un jour, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut être prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et ça, c'est valable dans tout. Dans mon entreprise, c'est pareil. C'est vraiment extrêmement important de voir ça en tête pour se dire qu'on peut toucher du doigt les plus grands moments, les plus grands souvenirs du sport, les plus grands moments sportifs, les plus beaux résultats, avoir vraiment la chance d'un jour avoir cette médaille autour du cou. Mais cette chance, il faut la provoquer. Voilà. Je dis souvent d'ailleurs aux chefs d'entreprise que je rends compte que le symbole qu'on a tous en tête, qui représente la chance, le trèfle à 4 feuilles, si on ne le cherche pas, on ne le trouvera jamais en fait. Donc je vous encourage à regarder autour de vous, à chercher ce trèfle à 4 feuilles, à provoquer les choses en permanence. Et je les ai provoquées de mon côté tous les jours à l'entraînement. 353 jours sur 365 en fait. Voilà, 9 km par jour, 8 séances dans la semaine dans l'eau, à 9 séances en général, 3 muscu, 2 séances de gainage, ça fait 30 heures par semaine d'entraînement. Et c'est 353 jours sur 365. On a très peu de vacances, on s'arrête très peu parce que c'est un sport qui demande beaucoup de qualité technique et aquatique aussi.
Donc, les appuis, l'eau, etc., il faut le maîtriser. Et pour ça, il faut passer du temps dans l'eau. Il n'y a pas de secret. La règle des 3 T, travail, travail et travail. Voilà, mais vous plongez dans ces images de Paris, c'est un symbole fort aussi parce que ça valorise l'image de l'olympisme, du paralympisme, cette flamme olympique particulière qui brille, et paralympique bien sûr, qui brille dans nos yeux depuis tout petit, et qui m'a vraiment aidé à avancer. Ça a été un objet salvateur pour moi, une image iconique, cette flamme qui était vraiment importante, et qui m'a donné envie, malgré un accident, malgré des difficultés suite à une grave paralysie, de pouvoir reprendre une vie vraiment intense et chargée d'entraînement, mais pour aller charger après des souvenirs et des résultats, des médailles, des victoires, pour me reconstruire. Alors, la natation dans un but thérapeutique au départ, puis ensuite, vraiment, j'ai été touché dans mon orgueil le plus profond en me disant: tu as été nageur avant, tu peux revenir à la natation, ce sport qui est extrêmement accessible finalement, notamment parce que peu importe notre handicap, peu importe notre situation, tout corps plongé dans l'eau flotte. Ça, c'est la poussée d'Archimède, c'est mathématique, c'est physique. Même si je conçois que certaines personnes ne soient pas toujours très bonnes nageuses ou très bons nageurs, voilà, on a tous la chance de pouvoir flotter. Et après, c'est une question d'entraînement et de travail. Mais ça a été vraiment un but thérapeutique pour retrouver aussi une identité. Quand on a un accident comme celui que j'ai vécu avec une paralysie, on perd tous les repères qu'on a en fait. Et c'est ça qui est difficile. On n'a pas de solution pour savoir qui on est. On a du jour au lendemain l'arbre coupé sous le pied et il faut reconstruire les choses. Alors comment on l'a reconstruit? Ben, moi, ça a été le sport et la natation. Le sport change vraiment des vies. J'en suis une preuve vivante et je ne pouvais plus être champion olympique, mais je pouvais être champion paralympique. À condition bien sûr de m'entraîner très très dur. Voilà, je suis passé par des moments difficiles, de doute, des moments où il a fallu me remettre en question, des moments de résilience aussi importants. Le sport nous enseigne, comme une belle école de la vie, tous les jours à nous remettre en question et à progresser. Un coach anglais m'a dit un jour: qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être meilleur demain? C'est quelque chose que j'applique tous les jours à l'entraînement, mais aussi dans ma vie professionnelle. Un petit détail, une petite chose qu'on fait un peu mieux chaque jour, qui nous amène après à avoir la capacité de faire la différence au moment opportun, notamment pour une finale olympique. Comme on dit souvent, et vous connaissez, je pense, toutes et tous ce vieil adage, le diable se niche dans les détails. Et ça, voilà, il n'appartient qu'à chacun de faire les efforts tous les jours pour pouvoir progresser et arriver à surmonter les épreuves difficiles. Et puis ensuite, faire en sorte que le sport soit vraiment l'apogée de notre carrière et puis de notre rêve plutôt, puis notre carrière aussi à un moment donné pour les Jeux Olympiques ou Paralympiques. Voilà, cette médaille, elle est particulière. Ce moment particulier dans notre carrière, il est très spécial parce que les Jeux, en fait, réunissent toutes les disciplines du monde entier, tous les sports, tous les sportifs, tous les 4 ans seulement. Et pour une médaille qui est similaire, une même médaille qui a juste une différence, c'est que voilà, il est gravé sur la tranche dessus, champion paralympique ou champion olympique de natation, l'épreuve, le 100 mètres, etc. Mais c'est un titre commun à tous les sports. Tout le monde me dit, mais en fait, c'est comme un championnat du monde. C'est plus qu'un championnat du monde parce que les Jeux, voilà, réunissent le monde entier. Et encore une fois, toutes disciplines confondues. Vous prenez l'exemple de Sébastien Flute, par exemple, qui est un ami, champion olympique de tir à l'arc en 1992 à Barcelone. On disait à l'époque, bon, ok, champion du monde de tir à l'arc, c'est super, champion d'Europe de tir à l'arc, c'est super, mais on n'en parle pas beaucoup, quoi. Alors par contre, d'être champion olympique, peu importe le sport, il est champion olympique. Et ça fait la différence. Voilà, donc c'est vraiment des éléments importants qui nourrissent notre quotidien, fait d'entraînement, de difficultés aussi, bien sûr, puisque l'entraînement, ce n'est pas un moment facile. On souffre beaucoup tous les jours, mais on souffre pour être meilleur ensuite et être prêt le jour J. À ce sujet, d'ailleurs, une petite parenthèse que j'ouvre rapidement, mais quand on dit aux gens, ah, vous êtes des grands champions, vous êtes en forme olympique, n'oublions jamais une chose, la forme olympique, ça dure 15 jours, et au bout de 15 jours, tout est fini, quoi. Donc, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas quelque chose qui est facile et qui arrive avec des pics de performance toute l'année. On doit se préparer d'une façon conséquente pour être prêt le jour J et être capable de pouvoir vraiment être au top de notre forme à un moment précis. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Jeux Olympiques et les Paralympiques ne peuvent pas être ensemble, parce que ça ferait une compétition qui ferait 1 mois, 4 semaines, et que personne ne peut être prêt pendant 4 semaines. Voilà, on a des entités qui travaillent conjointement, main dans la main, vraiment. Les Jeux Olympiques ne sont pas à envier par rapport aux Jeux Paralympiques, et les Paralympiens n'ont rien à envier à leurs homologues olympiens. On a maintenant une visibilité qui est vraiment extraordinaire. France Télévisions, France TV Sport a fait un travail fantastique pour ça, en mettant en avant les Jeux Paralympiques autant que les Jeux Olympiques. On parle de 300 heures de direct quand même, ce que personne n'avait jamais fait jusqu'à présent. Même les Anglais sont venus nous voir, alors que l'Angleterre et Londres 2012 étaient vraiment à l'apogée du sport paralympique à l'époque, sont venus nous voir en disant Paris, vous avez mis la barre jusqu'ici, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous aussi de montrer que grâce à cette visibilité-là et cette responsabilité qu'ont les médias quelque part de faire connaître le monde paralympique, on donne aussi un message très fort, on transmet un message très fort aussi, notamment pour
les enfants qui ont besoin aussi de rêver grand et puis de se dire que malgré un accident, malgré une blessure, malgré une maladie, on peut tous être athlètes de haut niveau si on s'en donne les moyens. Voilà, il y a quelque chose que j'ai dit tout à l'heure qui est important pour moi, rien ne tombe du ciel. Voilà, c'est tous les jours qu'on construit nos victoires, tous les jours à l'entraînement avec des choix qu'on fait, un choix qui nous appartient. J'ai personne qui m'a forcé à vouloir aller à l'entraînement tous les jours, même quand il pleut, quand il neige. J'ai fait les choix à un moment donné stratégiques aussi, de partir en Australie au soleil, de partir en Antibes après, m'entraîner quelques temps parce que je voulais être dans les meilleures conditions pour réussir, mais on ne m'a pas forcé à faire ce travail-là. J'ai juste choisi un projet qui était un projet qui me tenait à cœur, un projet qui nourrissait un espoir incroyable de pouvoir être quelqu'un, de transformer l'échec en opportunité et de transformer le handicap en force. En clair, je fais partie de la catégorie de personnes qui considèrent que en chaque difficulté, moi, je vois une opportunité parce que je suis de nature optimiste, alors que beaucoup de gens qui sont plutôt pessimistes voient pour le coup en chaque difficulté, en chaque opportunité, une difficulté. Donc après, c'est à vous qu'il appartient de se dire qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour faire en sorte d'être résilient, d'être capable de surmonter les obstacles, d'avancer malgré la difficulté. Et ben, c'est de voir justement qu'en chaque opportunité, il peut y avoir pour certains une difficulté et pour d'autres, comme nous, optimistes, en chaque difficulté une opportunité. Alors vous me direz une opportunité de quoi? Une opportunité de se démarquer des autres finalement, de ne pas être comme tout le monde, de pouvoir faire un peu plus, d'être un Olympien ou un Paralympien et de ne pas être monsieur, madame, tout le monde. C'est important parce qu'on dit souvent, bah, voilà, les champions qu'on est, que nous sommes, sont des personnes qui ont réussi à surmonter des obstacles, qui ont réussi à se challenger au quotidien, etc. Mais ce sont surtout les personnes qui ont réussi à repousser les limites à un moment donné, lorsque pour d'autres, bah, c'est difficile et qu'elles abandonnent. C'est plutôt un côté mental finalement qu'on a valorisé, une capacité qu'on a un peu hors norme parfois, à se mettre des défis, à souffrir à l'entraînement et à accepter de ne pas baisser les bras quand ça devient difficile. Et c'est là qu'on peut parler vraiment du mot résilience, qui est parfois un peu un mot valise, un mot un peu passe-partout, un mot joker, quoi, quelque part. Et moi, j'aime que ce mot, il ait un sens particulier, qu'il ait une signification particulière, qu'on puisse utiliser dans de bons contextes. Et le premier contexte pour moi qui me vient à l'esprit, forcément, c'est celui du sport, en disant, malgré la difficulté, j'ai réussi à tenir bon à l'entraînement et faire en sorte que chaque jour, je mettais une petite pierre à l'édifice. Je vous dirais aussi que finalement, malgré tout, ça reste un sport. Et que par rapport à ce que j'ai traversé, notamment un accident grave qui m'a paralysé à plusieurs niveaux, cervical et dorsal, occasionnant ce qu'on appelle une tétraplégie incomplète, mais pour laquelle j'ai beaucoup récupéré, mais à paraplégie ou tétraplégie quand même, j'ai quand même réussi à voilà, rebondir, à avancer et à montrer que c'était ça le plus important finalement. Non pas de dire, bah, j'ai connu l'échec, mais de dire, je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas abandonner, je vais avancer au contraire malgré les difficultés. Le plus grand échec qu'on puisse avoir dans une carrière sportive, dans une carrière professionnelle finalement, c'est de ne pas essayer. Il n'y a rien de mal à perdre, il n'y a rien de mal à ne pas réussir du premier coup, il n'y a rien de mal à avoir des échecs. Et dans le sport, ils sont fréquents, ils sont nombreux. On n'arrive pas du jour au lendemain à être champion olympique ni paralympique. Voilà, ça passe par des étapes qui sont difficiles et puis des moments de doute aussi, des conditions de travail où on apprend à perdre aussi, volontiers, parce qu'on se dit, bah, c'est une étape clé aujourd'hui. Non, c'est une étape qui est de travail, c'est une étape test. Et l'étape clé, on sera prêt au bon moment. Donc on apprend à perdre et puis personne n'a jamais gagné du premier jour, du jour au lendemain comme ça. Ça n'existe pas, même les meilleurs. Pour avoir la chance de rencontrer notre Zizou national, Zinedine Zidane dans le football, qui est considéré comme un cadre de ce sport-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, beaucoup plus que les autres, et puis qui a aussi appris à perdre, comme tout le monde. Nul pierre ne peut être poli, voilà, sans difficulté. Confucius, un prophète chinois, un philosophe chinois, disait que nul pierre ne peut être poli sans friction, sans difficulté, sans friction. Tout comme nul homme ne peut pas faire son existence sans difficulté ou sans échec. On passe tous par des moments d'échec et ce sont ceux qui se relèvent et qui arrivent à avancer qui font la différence. Donc voilà, je le répète encore une fois, c'est vraiment important. Le pire, c'est pas de dire je vais perdre ou je vais connaître l'échec. Le pire, c'est de ne pas essayer, c'est de ne pas se relever. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qu'on a appréhendé dans le quotidien en tant que sportif et qui font de nous peut-être des personnes un petit peu à part entière ou un peu différentes et qui avons réussi à peut-être faire que d'autres ne font pas. Voilà. Dans la rue, vous croisez plein de sportifs et de sportives qui s'entraînent, qui font les footings, etc. Si toutes ces personnes, finalement, étaient des Olympiens, ça serait trop facile. Donc, avoir un handicap et faire du sport, ça ne veut pas dire qu'on va aller aux Jeux paralympiques. Attention. Ça veut dire qu'on a la capacité, à un moment donné, de pouvoir transformer la difficulté en opportunité, de transformer l'échec en réussite
et puis de surmonter certaines choses, certaines épreuves que d'autres ont du mal à surmonter, ou pour lesquelles, encore une fois, beaucoup baissent les bras. Voilà. Moi, j'ai cette capacité-là, peut-être parce que j'ai forgé cet esprit-là, j'ai réussi à travailler plus que les autres, et bien de transformer cette difficulté en opportunité. Dans les dictons ou les adages que j'aime beaucoup, il y en a un qui me parle, et j'espère vous parlera aussi, qui est celui d'Arthur Ashe, un joueur de tennis noir américain, qui était une superstar du tennis, mais qui a connu de nombreuses difficultés, de nombreux échecs, parce que à l'époque, le tennis n'était pas fait pour les gens de couleur, malheureusement. C'était un sport qui était assez discriminé. Et il disait que la confiance en soi est l'une des clés de la réussite ou du succès. C'est indéniable, mais l'une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Et dans le sport, c'est quelque chose qui est très très vrai. On ne réussit pas sans se préparer, on n'est pas né, on n'a pas une situation, on a une confiance en soi inébranlable, on le construit tout ça. Chaque jour à l'entraînement, on met une petite pierre à l'édifice et on arrive à un moment donné à transformer les choses pour se dire, finalement, grâce à ça aujourd'hui, j'ai réussi à faire quelque chose de bien qui va m'aider à avancer dans la semaine. Et puis chaque semaine, nous on dit souvent qu'on met cette semaine-là à la banque. On a capitalisé sur quelque chose qui est important et qu'on va cumuler semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour finalement arriver à devenir des athlètes prêts le jour J, prêts au moment des Jeux, et puis ne plus avoir peur de la pression, ne plus avoir peur de l'enjeu, du contexte, etc., et être capable de performer au bon moment. Pour valoriser ce symbole qui est important, quelque chose qui ne s'achète pas, je parle souvent des médailles, qui pour certains sont qu'un objet, finalement. On met une médaille sur un podium, ok, il y a un joli ruban, c'est un certain poids, c'est une certaine valeur symbolique, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas grand-chose finalement. Pour nous, c'est vraiment tout l'enjeu de notre compétition, de notre travail. C'est là qu'on fait les efforts supplémentaires quand c'est difficile. C'est là qu'on arrive à accepter certaines séances qui sont vraiment difficiles à faire à l'entraînement et qu'on accepte de se faire mal à l'entraînement. C'est parce qu'on a au bout quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne et quelque chose dont on rêve, c'est la médaille des Jeux. Et ce symbole dont je parlais, qui est la phrase de Confucius qui disait que nulle pierre ne peut être polie sans friction, tout comme nul homme ne peut pas faire son existence sans difficulté ou sans échec. Elle se retrouve dans ce symbole que je vais vous montrer, qui est ma première médaille d'or des Jeux de Pékin 2008, mon premier titre paralympique sur le 100 mètres, la discipline reine dont j'avais tellement rêvé, notamment parce que cette année-là, le vice-président de mon club et ami Alain Bernard était champion olympique du 100 mètres. C'est une médaille d'or qui a au milieu une pierre de jade. Cette pierre, elle est symbolique parce qu'elle a été polie pour être blanche. Vous la verrez souvent en vert, un vert foncé, très opaque. Et puis, à force d'être polie, elle est devenue blanche. Voilà. Vous avez un côté qui est le côté commun aux Jeux paralympiques, avec le logo, bien sûr, les Agitos. Et puis, de l'autre côté, une partie avec l'inscription, l'année de l'épreuve, ces fameux Agitos qu'on l'envoie, et puis une écriture que vous n'avez pas, qui ne va pas manquer de vous surprendre ou de vous interpeller, qui est l'écriture en braille, qui permet aussi à des personnes déficientes visuelles de reconnaître la médaille d'or, d'argent ou de bronze finalement. Parce qu'à l'œil nu, ça se voit, ça brille, c'est argenté, c'est doré, c'est bronzé. Au toucher, on ne fait pas la différence. Alors le braille est nécessaire comme dans d'autres domaines, hein, les ascenseurs, les médicaments bien sûr, voilà. Mais sur les médailles aussi, parce que les Jeux paralympiques intègrent bien sûr des personnes qui sont en handicap physique, mais aussi en handicap visuel. On travaille en ce moment assez dur pour que le sport adapté, les handicaps intellectuels puissent intégrer les Jeux d'hiver aussi, puisque nous aurons de nouveau les Jeux d'hiver olympiques et paralympiques dans nos Alpes en 2030. Mais depuis le début des Jeux paralympiques, voilà, on inscrit les médailles avec une écriture particulière qui est le braille. Voilà. Alors elle fait un certain poids. On ne peut pas la poser à travers la caméra, malheureusement. Sinon, je l'aurais fait circuler volontiers dans l'assistance ou dans les gradins des amphithéâtres dans lesquels je peux intervenir parfois. Celle-ci fait 350 grammes. Elle fait une certaine taille, un certain diamètre. Celles de Paris font 550 grammes, encore plus grandes, encore plus grosses, encore plus lourdes. Et elles avaient à la place de la pierre de jade, qui est un symbole chinois très fort, qui porte bonheur apparemment. Bon. Elles avaient une petite pierre, une petite plaque, pardon, qui était un morceau de la Tour Eiffel, qu'on a serti sur les médailles de Paris 2024. Voilà. Le rouge, pour aller un peu plus dans l'explication. Alors, cette pierre, jade porte-bonheur, voilà, elle a été frictionnée, elle a été polie pour qu'elle ressorte avec cet aspect brillant, lisse, voilà, et qu'on retrouve un peu plus foncé sur la médaille d'argent et encore plus opaque ou sombre, un vert qu'on voit plus couramment sur le jade, la pierre de jade, sur les médailles de bronze. Pour aller au bout, et les Chinois font les choses vraiment très très bien, cette médaille elle est pleine de symboles. Cette phrase dont j'ai parlé de Confucius, mais aussi le rouge. En Chine, le rouge, c'est la couleur de la prospérité,
de la fertilité, de l'espérance. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous allez manger au restaurant chinois, pour ceux qui sont adeptes de la cuisine chinoise ou asiatique, il y a plein de petits lampions rouges, parce que ce sont des couleurs qui portent bonheur et qui sont synonymes, symboliques de prospérité. Voilà. Première année française, 7 septembre 2008. Première fois que la France ramenait l'or olympique et l'or paralympique. Et une médaille dont j'ai rêvé, qui m'a amené beaucoup de bonheur, bien sûr, mais surtout un soulagement incroyable. Les gens me disent, mais alors qu'est-ce que ça te fait quand tu touches le mur et que tu es enfin champion olympique ou champion paralympique? Ben, je leur disais au départ, c'était un grand ouf, quoi. C'est ouf. Enfin, c'est réussi. Enfin, c'est mission accomplie. Enfin, j'ai réussi, après toutes ces années de travail, à aller décrocher cette médaille d'or. Et puis, je sais que dans quelques instants, ça sera un moment de fête avec mes proches, ma famille, etc. Et cette fameuse Marseillaise sur le podium. Voilà. Des moments très, très importants et qui sont pour nous un symbole extrêmement fort. Cette médaille, je vous la remontre encore une fois avec plaisir, mais cette médaille, elle ne s'achète pas. On peut tout imaginer, même les gens qui sont les plus fortunés peuvent acheter tout ce qu'on veut, des immeubles, ils peuvent acheter des îles, ils peuvent acheter des pays, même pour plein de choses, mais celle des Jeux olympiques ou paralympiques, elle ne s'achète pas. Voilà. C'est le prix de la souffrance, du travail, de la réussite, c'est l'accomplissement du mérite, c'est l'accomplissement de beaucoup de travail, et puis c'est aussi le symbole de dire on récompense l'athlète par un objet symbolique que l'on partage comme on peut, alors soit à travers les écrans, soit en direct, mais que l'on partage aussi parce que le sport est beau et il est valeureux, il est universel d'abord, mais il est beau et valeureux parce qu'il se partage. Voilà, des symboles très très forts. J'ai connu les Jeux de 2021-2020 à Tokyo. C'était mes 5e Jeux sans public. Ce ne sont pas les mêmes Jeux que j'ai connus à Paris en 2024 avec 17 000 personnes et les images que j'ai pu voir juste avant l'introduction avec cette foule qui m'a fait l'honneur de crier, de m'encourager, de me soutenir et puis de m'offrir cette ovation incroyable, ce qu'on appelle le standing ovation, voilà, pour ma dernière course, de ma dernière carrière, de ma fin de carrière, pardon, de ma dernière épreuve, voilà, pour ces derniers Jeux à Paris. Des moments qui valent tout l'or du monde finalement. Alors même si je suis 5e à Paris, voilà, il y a d'autres choses derrière qui sont importantes et qui font que j'ai vraiment eu le sentiment de boucler la boucle. Voilà, un symbole fort cette médaille parce qu'encore une fois, elle n'est que autour du cou des champions olympiques ou paralympiques et pas les personnes qui pensent qu'avec l'argent on peut tout acheter. Voilà, le bonheur n'est pas uniquement lié à ces choses-là. Bien sûr que l'argent contribue au bonheur, on ne va pas se le cacher, encore plus aujourd'hui quand la période est difficile et que tout est excessivement cher, l'essence, tout prend de la valeur. Ça compte et on a aussi besoin d'argent pour nous préparer parce que je rappelle que les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques ne sont validés que tous les 4 ans. En dehors, on n'a malheureusement pas trop de suivi et c'est difficile d'avoir des sponsors qui nous suivent lorsqu'on n'a que 4 ans de visibilité. Donc, c'est important d'être médaillé, d'être titré, d'être reconnu comme champion paralympique ou champion olympique pour avancer ensuite. Et cet argent nous sert aussi à avancer dans notre vie. Voilà. On nous parle beaucoup des primes olympiques, mais divisées par le nombre de mois, 12 mois par an, fois 4 mois, le calcul est vite fait. 48 mois pour une médaille d'or qui vous rapporte 80 000 ou 50 000 euros. On est au SMIC. Donc, on est loin des salaires ou des scores sur les top salaires des joueurs de foot américains, des joueurs de football en Europe, les meilleurs joueurs qui touchent 300, 400 000, 1 million par mois. Voilà, c'est des sommes qui sont très différentes, mais le symbole olympique est très très fort. Et pour avoir été décoré d'une médaille particulière du Sénat à Paris en 2008, aux côtés de notre Rafael Nadal national espagnol, qui a réalisé 14 grands chelems, ce qui est vraiment exceptionnel dans ce sport-là. Il le disait, hein, il a été médaillé d'or aussi aux Jeux Olympiques en 2008. Il le disait, c'est une médaille qui est très particulière pour moi et qui vaut beaucoup de grands chelems parce que c'est un symbole qui est éternel, qui est universel et qui aussi montre que cette fois-ci, c'est pour mon pays aussi, quoi, c'est pour l'Espagne. Et une médaille, encore une fois, commune à toutes les disciplines. La médaille olympique, elle est la même pour tout le monde. Voilà, elle ne change pas de couleur, elle ne change pas de forme. À l'inverse des championnats du monde, où les médailles sont différentes en fonction des fédérations internationales, celle-ci, c'est la même. Voilà, vous dire que le sport a été une véritable école de la vie pour moi, que j'ai appris à sourire au bord du bassin, parce que finalement, c'était qu'un jeu, ça reste un jeu, même si on joue parfois un enjeu très important, de beaucoup de travail, qui est la concrétisation de beaucoup de travail, la concrétisation de beaucoup d'espoir, et la concrétisation d'un espoir qui n'est pas que le nôtre aussi, qui est celui de camarades d'entraînement, qui est celui d'un pays, d'un entraîneur, de notre famille aussi. Donc, parfois, on sent qu'il y a une pression quelque part qui nous incombe de réussir et qui nous engage à réussir, pardon, mais qui est belle aussi parce que toute victoire trop facile, elle n'est pas méritante, alors qu'une victoire au jeu, quand on sait qu'il y a une rivalité incroyable et qu'il y a
une visibilité, une envie, un engouement aussi incroyable, parce que tout le monde veut la même chose, eh bien, ça compte. Voilà, ça compte, cette médaille, elle est particulière, on la garde pour nous, au fond de notre cœur pendant très très longtemps. Certaines personnes me demandent ce que je fais de mes médailles. Ben là, elles sont entièrement exposées dans une pièce chez moi, en tout cas les médailles olympiques et paralympiques. Celles des championnats de France ou d'autres championnats, elles sont dans une coupe, voilà, je les mets un peu en évidence, mais moins, de façon moins prestigieuse. Mais elles nous rappellent tous les jours le sacrifice qu'on a fait, les efforts qu'on a fait. Et le David, qui était sportif de haut niveau, jusqu'à Paris 2024, garde la même ambition dans son travail, la même passion dans ses conférences, la même passion dans ce qu'il transmet, et le même plaisir à le faire. Donc voilà, cette petite médaille, elle a aussi un rôle particulier de dissémer des petites gouttes de plaisir, de bonheur, de fierté aussi, bien sûr, au quotidien. Et me dire que malgré l'enjeu difficile de remonter la pente après un accident qui était très grave, qui m'a coûté beaucoup, et j'ai réussi à reconstruire quelque chose grâce à cette ambition sportive aussi qui m'a nourri et qui me nourrit au quotidien. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a aussi, je ne le cache pas, la fierté de porter une responsabilité nationale, voilà, d'être fier d'être un porte-drapeau français, d'être en mesure de porter les valeurs de notre pays aussi, de représenter la France, et puis avec tout ce que ça comporte, voilà, d'être, c'est parmi ces sportifs, j'allais dire, parmi ces sportifs que l'on reconnaît et qui amènent aussi de la performance à tout niveau, et puis de rappeler que malgré le handicap, on est acteur de performance. On fait partie de ces 69 millions de Français, on fait partie de ces 16 millions de Français en France qui ont un handicap, mais qui sont aussi des gens qui sont des citoyens, qui vivent, qui contribuent à faire aimer le pays aussi, à transmettre de bonnes paroles, comme j'espère le faire aujourd'hui pour ce temps de discussion. Mais voilà, des acteurs de performance qui montrent que malgré le handicap, on est capable de faire des choses. Et ça contribue clairement aussi à apporter un regard différent sur la société, une société plus tolérante, plus inclusive, plus équitable peut-être parfois aussi, et qui reconnaît la performance du haut niveau paralympique comme une belle vitrine du handicap aussi. Alors on est conscient bien sûr qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que des champions bien sûr, hein, il y a des gens qui ne font pas de sport et qui sont en situation de handicap quand même, mais c'est un beau message qu'on veut faire passer aussi en tant que champion paralympique pour dire attention, ceux qui ont douté, ne doutez plus, les images que vous allez voir à la télévision des athlètes paralympiques ou ceux qui ont la chance d'être venus nous suivre à l'Arena de Défense pour la natation ou à Roland-Garros pour le tennis ou à Marseille pour l'équitation ou le Grand Palais encore pour l'escrime, olympique et paralympique à chaque fois, on vibrait vraiment aux côtés des Français et de nos athlètes qui ont brillé et qui ont représenté la France le plus fièrement possible pour envoyer aussi un message d'inclusion très très fort. J'étais hier à l'université avec les étudiants STAPS et Olivier Giroud, que je connais un petit peu, nous a fait le plaisir de prendre un moment dans son emploi du temps un peu chargé en tant que joueur de foot professionnel pour parler du sport en général, du mouvement fédéral, des évolutions, de la pression aussi dans le sport, des enjeux que le sport peut avoir aussi pour la santé. D'abord, le sport, c'est la santé avant tout. Mais aussi de la fierté d'être parrain d'une équipe de France, qui est l'équipe de France de Cécifoot, qui a brillé de mille feux au pied de la Tour Eiffel aussi, qui était le théâtre du beach volley au niveau olympique, mais du Cécifoot au niveau paralympique, pour battre l'Argentine. Et comme par hasard, l'histoire a voulu qu'ils les battent au pénalty aussi. Donc voilà, une sorte de revanche face à une finale perdue en 2022, alors qu'ils avaient été champions du monde en 2018 et que la France avait fait une remontada, encore une fois, incroyable et historique. Voilà, contre l'Argentine en finale de cette Coupe du Monde de football en 2022. Et Olivier était très très fier de dire on est heureux de voir que les athlètes qui ne nous voient pas jouent de façon incroyable. Et puis voilà, être champion paralympique eux aussi et contre l'Argentine en plus. Voilà, donc on a un message qui va au-delà du sport. Les Jeux, ce n'est pas que le sport, c'est aussi réformer un pays, c'est aussi amener des éléments dans une entreprise, c'est amener de la fierté, c'est amener un rôle modèle aussi pour que les entrepreneurs se disent quand on se plaint un peu au quotidien, quand on a des difficultés à trouver une solution, eh ben on repense aux choses. On fait appel à des experts, on va manager différemment, on va peut-être faire nous aussi des compétitions de travail, voilà, des compétitions de test. On n'attend pas 4 ans pour être prêt le jour J pour les Jeux en disant qu'est-ce qui va se passer, c'est un peu la loterie nationale. Non, on se prépare tous les ans par des compétitions comme les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et puis on voit comment ça se passe, on réajuste, voilà, on parle, on communique, on échange. Moi, je passe 353 jours avec mon entraîneur, on se parle tous les jours pour voir ce qui est bien fait, ce qui est moins bien fait, on corrige, on adapte, pour que tout soit bien fait, pour que le jour J, tout soit bien fait, et que bout à bout, ça donne une belle victoire. Voilà, et qu'on arrive un jour à dire, je suis un fier athlète qui aura le plaisir d'avoir ce moment très égoïste, encore une fois, mais très particulier d'avoir la Marseillaise sur un podium olympique ou paralympique. Donc, ces Jeux sont bien plus que du sport uniquement, c'est pas qu'une vitrine de handicap, c'est des moments particuliers de partage, de fête, qui viennent vraiment mettre en exergue tout ce que l'on fait au quotidien,
la notion de travail, d'engagement, la notion de résilience, la notion de difficulté, de ténacité aussi, et puis le dépassement de soi, bien sûr, qui est important parce que, encore une fois, rien ne tombe du ciel. Il faut se battre tous les jours pour avoir quelque chose. Et je le répète une nouvelle fois, si on veut quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ça, c'est là dans tout. Des petites choses. Je vais mieux boire, je vais mieux manger, je vais mieux m'entraîner, je vais mieux m'organiser, peut-être prendre des petits post-it, m'organiser au travail, partager plus de choses avec mes équipes. Le rôle du manager, du leader, c'est ça aussi. Un capitaine dans le sport, c'est ça aussi, c'est parler à ses équipes pour les rassurer. C'est partager son expérience, c'est être capable d'être présent au jour J, c'est voilà, et puis épauler ses camarades. Il y a un acronyme que vous connaissez toutes et tous, team, équipe en anglais. Si on regarde les mots de haut en bas, T-E-A-M pour faire team, les Américains vont dire, et j'ai vu ça en Floride, à l'université de Floride à Miami, les Américains me dire c'est together everyone accomplish more. Ensemble, chacun accomplit plus. Le service du collectif au service, ou le collectif au service de l'individualité. Team, c'est le mot équipe. Tout le monde le voit partout. On en parle dans la presse, on en parle partout, mais on arrive mal à se dire voilà, une équipe, c'est solidaire, c'est voilà, c'est important. C'est une unité sportive, mais c'est plus que ça. C'est aussi un collectif en entreprise. C'est aussi les valeurs d'une identité qu'on peut porter, dont on est fier. Moi, c'est ma flamme, mon coq, le coq français, qui est le même olympique et paralympique, avec ce bec-là qu'on voit en V qui est rouge sur le coq de l'équipe de France, le V comme victoire aussi, qui est le bec du coq. Et puis voilà, et puis mes partenaires, le coq sportif, voilà, dont je suis très fier et qui est aussi un partenaire de l'équipe de France olympique et paralympique. Mais c'est ça aussi, c'est porter ce t-shirt de l'équipe de France, ce maillot, cette tenue dont on est fier, mais c'est aussi savoir transmettre à un moment donné quand c'est nécessaire pour que les plus jeunes générations avancent, progressent, mais aussi pour que vos camarades, vos collègues de travail, dans vos équipes, dans vos services, soient performants parce qu'ils bénéficient de votre expérience, elles bénéficient de votre expertise et puis de votre motivation. Voilà, un leader, c'est aussi quelqu'un qui peut amener une bonne parole, qui peut amener un certain dynamisme au moment où on en a tous besoin. Voilà pour quelques éléments introductifs et qui valorisent un peu mon parcours. 24 années de travail, 24 années de compétition internationale, 24 années de bonheur aussi quelque part, de représenter son pays, de médailles, d'échecs aussi, de difficultés. Pour le coup, en 2016, le premier jour, j'avais le 100 mètres. 4 ans après Pékin 2008, il y avait Londres. Je suis argent, je suis encore sur le podium. 4 ans après Londres, il y avait Rio 2016. Et Rio 2016, le premier jour, c'est le 100 mètres aussi, comme à Pékin en 2008. Eh bien, je rate le podium pour 1 centième. Et croyez-moi, c'est très, très dur. Et bien, on n'apprend pas à baisser les bras en se disant il reste des courses. Il y a le 200 mètres dans 4 jours, et puis il y a le 50 mètres qui est un peu fétiche aussi, où j'ai été médaillé en or. La même médaille, encore une fois, je vous la remontre avec plaisir à l'écran. La même médaille, le dernier jour sur le 50 mètres nage libre à Pékin. Et je me dis, il reste plusieurs courses, et je suis médaillé d'argent le dernier jour à Rio en 2016. Mais j'avais pris un coup sur la tête parce que 1 centième, c'est très, 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 très petit. C'est même pas perceptible par l'œil nu. Et puis on se dit, pourquoi c'est pas un chrono qui est équitable? Pourquoi c'est pas un chrono qui est à égalité avec mon adversaire qui a été médaille de bronze, par exemple. Sachant qu'aux Jeux de 2016 à Rio, les 3 meilleurs nageurs du papillon sur la planète, Michael Phelps, Sheila Laszlo et Chad Leclos, sont eux ex aequo, argent, au centième près cette année-là. Je me suis dit, ça va être pareil. C'est pareil, il va être ex aequo, le chrono qui n'est pas encore officiel parce que le temps que tout le résultat soit annoncé et que tout le monde ait touché la plaque électronique qu'on touche à la fin du mur de notre course, finalement, je suis resté derrière à 1 centième. Voilà. Donc ça a été un moment difficile, mais j'ai aussi beaucoup appris et qui m'a servi à me remobiliser et à faire mieux ensuite pour arriver à être sur le podium une fois, quelques années après, et puis même dès la fin de la compétition avec le 50 mètres nage libre au Jeux de Rio. Et ne pas rentrer bredouille à la maison, ça c'était hors de question pour moi, et me dire j'allais pouvoir amener une médaille. Puis ma soeur était dans les tribunes aussi, mon ex-compagne à l'époque était là aussi, donc c'était important de pouvoir être médaillé et partager tout ça avec les miens. Voilà, donc des moments faits de doute, de peur, de crainte, mais des moments de bonheur aussi qui sont inexplicables. Il faudrait presque les vivre pour ça, et c'est pour ça que je voulais vous partager quelques images et que peut-être certains d'entre vous, derrière votre petit écran, puis aussi suivre les jeux, que ce soit à la télévision ou même directement sur place, dans les tribunes pour encourager nos Français. Vous faisiez peut-être partie des 17 000 personnes à nous soutenir, c'est pas impossible. Voilà, mais les jeux sont vraiment ce moment de fierté, ce moment particulier de partage, et qui nous apprend beaucoup plus que simplement le simple niveau de la compétition et d'être le meilleur. C'est tout un enseignement tout au long de notre vie et que j'essaie de maintenir dans mes interventions professionnelles et dans mon quotidien. L'exigence, l'ambition aussi, bien sûr, mais l'exigence au quotidien est la même.
Je me lève le matin avec la même façon de travailler, la même façon d'avancer, en faisant du sport aussi, bien sûr. Je continue à m'entraîner, à nager. Je fais marathon de Paris là, dans 3 semaines, le 12 avril, pour une belle cause solidaire en plus, mais voilà, à m'engager aussi pour d'autres causes, pour d'autres personnes, de façon à pouvoir contribuer à moi aussi amener ma pierre à l'édifice.